Adrienne Céleste Salinas est née le 5 novembre 1993 à Tempe dans l'état de l'Arizona. Au moment des faits, en 2013, elle a 19 ans et elle est étudiante au Gateway Community College. C'est une jeune femme décrite comme intelligente, elle est responsable, motivée et sociale à qui il est facile de parler. C'est une fille très gentille, douce et très appréciée. Son père s'appelle Rick Salinas et elle a aussi un jeune frère dont elle est très proche. Elle a aussi un petit ami qui se nomme Francisco Arteaga. Ils se sont rencontrés en 8e année, ce qui est l'équivalent en France de la 4e, donc ils avaient environ 13-14 ans. Et cela faisait donc environ 5 ans qu'ils étaient ensemble, ils étaient très amoureux et ne passaient pas une semaine sans se voir. Au moment des faits, elle ne vit pas avec sa famille, mais dans son propre appartement qu'elle partage avec des colocataires qui sont tous des amis. Et avant sa disparition, Adrienne se remettait de 2 importantes opérations chirurgicales après avoir eu la fièvre de la vallée. C'est une fièvre en fait hémorragique normalement observée chez les animaux, mais qui peut aussi affecter l'homme. Donc voilà un peu pour sa présentation. Nous allons maintenant voir ensemble la chronologie des faits qui se sont déroulés la nuit de sa disparition. Le 14 juin 2013, Adrienne et ses colocataires ont organisé une fête chez eux dans leur appartement à Tempe pour fêter l'anniversaire d'un ami. La fête a commencé vers 22h où 40 personnes avaient été invitées. Pendant la fête, vers 2h30, donc là nous sommes donc très tôt le matin du 15 juin, Adrienne et son petit ami Francisco se disputent. Francisco lui demande alors de quitter la fête pour se rendre dans son appartement à lui, à Scottsdale, afin d'en discuter là-bas. Mais sur la route, la dispute s'est poursuivie et une fois arrivée à l'appartement de Francisco, elle ne s'est toujours pas arrêtée. Alors, Adrienne décide de ne pas dormir chez lui et repart à son appartement. Il est environ 3h du matin. Francisco, par contre, lui, il insiste pour la reconduire malgré tout chez elle pour ne pas qu'elle reparte à pied et elle accepte. Sur le trajet du retour, environ 20 minutes plus tard, la dispute redémarre. Donc, Adrienne décide de sortir de la voiture et de terminer le chemin à pied. Donc, elle serait sortie alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge près de Hayden Flour Mill. Et après son départ de la voiture, Francisco appelle les colocataires de sa copine en leur disant qu'elle fait le reste de la route à pied et donc de surveiller qu'elle arrive bien à destination. Et à ce moment-là, il ne reste à Adrienne qu'une courte distance à parcourir et c'est la dernière fois que Francisco la voit. Ensuite, elle arrive bel et bien à son appartement vers 3h30 comme le rapportent ses colocataires. A priori, elle serait arrivée assez bouleversée. Et à ce moment-là, la fête était toujours en cours dans l'appartement. Puis, toujours selon le témoignage d'une colocataire, Adrienne a ensuite préparé un sac de voyage en disant que finalement, elle allait retourner à l'appartement de son petit ami pour y passer donc la nuit. Ses colocataires et les fêtards ont rapporté plus tard à la police que c'est la dernière fois qu'ils ont vu Adrienne. Sa colocataire a rapporté aussi qu'elle était un peu inquiète qu'elle reparte aussi vite, alors qu'elle avait quand même bu, elle allait prendre la voiture tard dans la nuit, mais Adrienne n'a rien voulu écouter et elle a pris sa voiture, sa Mercury Sable Blanche de 2002, et elle est partie en direction de l'appartement de Francisco. Puis c'est quelques minutes plus tard, à 3h44, que le 911 reçoit un appel d'une conductrice qui signale un accident qui a eu lieu le long de la courbe de Rio Salado Parkway et Ash Avenue. 911, what's your emergency? I just wanted to report the white Taurus-looking vehicle. They were going around the curb and hit something and then just had 2 flat tires. Cette conductrice raconte qu'une voiture lui a coupé la route, puis a ensuite heurté un terre-plein. La voiture qui lui a coupé la route est la voiture d'Adrienne. Sauf qu'une fois la police arrivée sur les lieux de l'accident, Adrienne a déjà pris la fuite, elle a quitté les lieux de l'accident. Elle s'est donc enfuie avec sa voiture, mais elle l'a abandonnée plus loin à Brown Street car les 2 pneus du côté conducteur avaient été crevés dans l'accrochage. Donc elle s'est arrêtée, elle a abandonné sa voiture et comme elle n'était qu'à un pâté de maison de son appartement, elle a marché jusqu'à chez elle. Et une fois à son appartement à nouveau et sans se faire voir cette fois de ses colocataires et des invités, elle a d'abord changé de vêtements puis elle a appelé Francisco 11 fois entre 4h10 et 4h50. Bon, il y a une autre source qui parle de 32 appels, mais il s'agit bien de 11 appels.
Donc ces 11 appels sont restés sans réponse. Ensuite, elle a envoyé un SMS à Francisco, donc à 4h43, disant qu'elle arrivait chez lui. Bon, certaines sources évoquent un SMS, d'autres parlent d'un message vocal, mais bon, dans tous les cas, elle a averti de son arrivée. Adrienne a aussi appelé une compagnie de taxi locale à 4h23, la compagnie Scottsdale Kebgi, pour qu'un taxi la conduise chez son petit ami vu qu'elle n'a plus de voiture. Et au cours de l'appel, Adrienne a demandé au chauffeur, donc un homme du nom de Thomas Simon Jr., de venir la chercher à la station-service AM/PM au coin de Hardy Drive et de University Drive qui se trouve à proximité de chez elle, donc à peine environ 400 mètres. Le chauffeur a confirmé le trajet et lui a confirmé qu'il était en route. Puis après cet appel, elle est à nouveau repartie de son appartement et ce pour la dernière fois. Et dans la précipitation, elle a oublié son sac à main. Le chauffeur de taxi s'est ensuite présenté à 4h53 à l'endroit qui avait été convenu par Adrienne, mais il n'a trouvé personne. Il a alors essayé de l'appeler et Adrienne lui a répondu en lui disant qu'elle était en route vers la station-service. Sauf qu'à 5h07, elle n'était toujours pas arrivée. Alors, 14 minutes après le premier appel, le chauffeur l'a appelé à nouveau et cette fois, il est tombé directement sur sa messagerie. Et les autres tentatives d'appel faites par son entourage par la suite seront aussi vaines car tous tomberont sur sa messagerie. Finalement, Adrienne ne s'est jamais rendue au point de rendez-vous, elle n'est jamais montée dans le taxi et elle n'est jamais arrivée chez Francisco. Puis dans les heures qui ont suivi, c'est-à-dire toute la journée du 15 juin, elle n'a plus donné aucun signe de vie. Le lendemain, le 16 juin 2013, le jour de la fête des pères, Rick, donc le père d'Adrienne, signale la disparition de sa fille. En effet, il sent que quelque chose ne va pas. Il a essayé de contacter sa fille la veille, donc le 15 juin, mais en vain. Puis le 16 juin, il réessaie de la contacter, mais toujours pas de réponse, alors qu'ils devaient passer toute la journée ensemble pour la fête des pères comme ils le font tous les ans. Alors il s'est rendu à son appartement où il a trouvé son chien, mais pas sa fille. Puis vers 14h30, il a alors contacté Francisco, son petit ami, ainsi que les colocataires d'Adrienne qui ont tous déclaré qu'ils l'avaient vue pour la dernière fois aux petites heures du matin du 15 juin. Donc, sans nouvelles de sa fille et suite aux déclarations, inquiet, il contacte le département de police de Tempe. La police commence alors à enquêter et retrace l'itinéraire d'Adrienne Salinas dans la nuit du 14 au 15 juin 2013. Tout d'abord, Adrienne a disparu alors qu'elle marchait sur Hardy Drive entre West 5th Street et University Drive. Et elle a disparu en moins de 14 minutes. Entre le premier appel du chauffeur de taxi à 4h53 et le second à 5h07, 14 minutes se sont écoulées et c'est donc dans ces 14 minutes qu'il lui est arrivé quelque chose. Ensuite, il a été prouvé qu'elle ne s'est jamais présentée à la station-service car il y a des caméras de surveillance dans cette zone et Adrienne n'y figure absolument pas. Par contre, une autre caméra de surveillance a capturé une image d'une femme ressemblant à Adrienne marchant près du coin de Hardy Drive et University Drive. Elle a traversé un parking, le parking O'Reilly Auto Parts à 4h52. Et sur ces images, elle semblait être suivie par un véhicule sombre non identifié qui a traversé le même parking environ 2 minutes plus tard. Et ce sont tous les éléments que nous avons à notre disposition. La police a ensuite interrogé son quartier, les agents ont interrogé des centaines de personnes, la famille a distribué des tracts signalant sa disparition. À propos des personnes interrogées, eh bien évidemment il y a eu le petit ami d'Adrienne, Francisco, qui a été brièvement suspecté et qui a déclaré qu'elle était comme sa meilleure amie et qu'elle était la seule fille qu'il ait jamais aimée. Il a été très coopératif avec la police et il a rapidement été innocenté grâce aux enregistrements de son téléphone portable et il a aussi passé plusieurs tests de détecteurs de mensonges. Les colocataires et les invités de la fête ont aussi été interrogés et n'ont pas non plus été suspectés. Francisco a d'ailleurs déclaré qu'il ne croyait pas que quiconque à la fête soit impliqué dans la disparition de sa petite amie, même s'il trouve étrange que personne ne l'ait vu quitter l'appartement lors de son dernier passage. Et enfin, concernant le chauffeur de taxi Thomas Simon Jr., il a été interrogé ainsi que son père qui est le propriétaire de la compagnie de taxi. Et nous allons y revenir un peu plus tard.
Le lendemain du signalement de la disparition d'Adrienne Salinas, le 17 juin vers 8h35, Rick et Francisco trouvent la voiture d'Adrienne qu'elle avait abandonnée à environ 2 pâtés de maison de l'endroit où l'accident s'est produit. Ils découvrent alors la voiture avec des dommages à l'avant et les pneus crevés. La voiture a ensuite été remorquée et saisie pour une recherche de preuves, mais rien n'a été trouvé. Toujours le 17 juin, la police a fouillé le lac Templeton à l'aide d'un sonar, pensant qu'Adrienne avait peut-être finalement marché jusqu'à l'appartement de Francisco et qu'elle serait tombée à l'eau. Mais cette recherche n'a rien donné non plus. Donc à ce moment-là, vous comprenez que sa disparition n'est pas encore considérée comme un homicide. Nous voilà maintenant le 20 juin 2013. La police commence à surveiller de plus près le chauffeur de taxi Thomas Simon Jr. Ils l'interrogent et leurs soupçons augmentent. En effet, les enquêteurs trouvent son comportement étrange et d'autant plus quand ils reçoivent 2 témoignages. Le premier témoignage est celui d'une femme qui était présente dans son taxi 2 jours après la disparition d'Adrienne. Elle a déclaré que ce jour-là, il s'est comporté de manière étrange dans le taxi, il a parlé brièvement d'Adrienne et il avait aussi une scie dans le coffre. Et le second témoignage que la police a reçu est également celui d'une femme qui déclare que son cousin a entendu les cris d'une femme provenant de l'appartement de Thomas Simon Jr. Les enquêteurs ont alors fouillé son taxi mais n'ont rien trouvé. Par contre, il a été très coopératif avec la police. Et les enquêteurs ont collecté un échantillon de son ADN le 27 juin. Son père a donc aussi été interrogé. Ils ont vérifié ses antécédents criminels car il a quand même un casier judiciaire assez fourni, mais il a aussi coopéré avec la police et rien ne le lie à la disparition d'Adrienne Salinas. Ensuite, le 25 juin 2013, près d'une semaine après la disparition, une récompense de 6 000 $ est offerte pour quiconque fournit des informations liées à la mort d'Adrienne. Nous voilà maintenant au mois de juillet 2013. Le montant de la récompense est désormais porté à 10 000 $. Le 20 juillet 2013, la famille et les amis d'Adrienne organisent une veillée pour prendre conscience de sa disparition. Nous voilà maintenant le 6 août 2013. Ce jour-là, tôt le matin, à Appa Junction, un endroit sec et désertique, Dan Kelly, un propriétaire, fait le tour de sa résidence car il a été surpris par la présence soudaine de plusieurs vautours. Et c'est là qu'il découvre des restes humains sous un tas de limons et de débris. Et il faut savoir que cette zone avait complètement été inondée 2 semaines plus tôt, le 21 juillet, après une importante tempête survenue dans la région. Concernant les restes humains, les autorités pensent qu'il peut effectivement s'agir d'Adrienne Salinas, mais les restes sont tellement décomposés qu'il faut attendre l'identification pour confirmer qu'il s'agit bien d'elle ou pas. Les détectives vérifient quand même les bases de données de personnes disparues pour voir s'il y aurait une autre correspondance, mais Adrienne Salinas est le seul nom de personne disparue répertoriée dans la région. Des similitudes entre Adrienne et le corps sont aussi relevées, mais malgré tout, les enquêteurs attendent la confirmation ADN. Et c'est le 15 août que les restes sont effectivement identifiés comme appartenant à Adrienne Salinas. Son corps a donc été retrouvé plus d'1 mois plus tard, mais surtout à environ 48 km de l'endroit où elle avait disparu à Tempe. 48 km. Plus de 100 officiers ont ensuite ratissé, fouillé et passé la zone désertique d'Appa Junction au peigne fin à la recherche de preuves. Ils ont cherché en élargissant davantage et à chaque fois leur zone pour tenter de retrouver des indices. Ils cherchaient tout type de renseignements qui pourraient aider à résoudre l'affaire. Donc des vêtements, des bijoux, son téléphone portable ou toute autre preuve. Mais en vain, rien n'a été trouvé. La police a ensuite contacté les résidents qui vivaient aux alentours pour savoir s'ils avaient vu ou entendu peut-être quelque chose de suspect ou s'ils avaient des caméras de surveillance que la police pourrait visionner. Et ce n'est qu'après la découverte du corps que la police a traité l'affaire comme un homicide. La police s'est alors demandé si le corps d'Adrienne avait été abandonné là, dans le désert, ou bien s'il avait été jeté ailleurs et que l'inondation l'avait apporté jusqu'à cet endroit. Eh bien, ils sont plus dirigés vers la seconde option. Le meurtrier s'était débarrassé de son corps ailleurs, mais la tempête qui a eu lieu le 21 juillet l'avait ramené près de la propriété où il a été retrouvé. Et après la découverte du corps,
tout le monde a de nouveau été interrogé. Et concernant le chauffeur de taxi, par la suite, il a été écarté de la liste des suspects car son ADN n'a rien donné. Ensuite, l'autopsie du corps a eu lieu. Lors de cette autopsie, le médecin légiste a remarqué que des parties du corps étaient manquantes. En effet, le corps d'Adrienne n'était pas entier, il manquait sa tête ainsi que ses mains. Il y a eu alors plusieurs hypothèses, soit elle avait été sauvagement attaquée et son tueur l'avait décapitée, soit un animal avait emporté ses restes. En tout cas, et malheureusement, les résultats de l'autopsie n'ont pas été concluants. En effet, le rapport du médecin légiste indiquait que la manière et la cause du décès étaient indéterminées. Donc le rapport n'indique pas clairement qu'il s'agit d'un homicide, même s'il n'y a plus aucun doute qu'il s'agit d'un acte criminel car elle a été retrouvée à 48 km du lieu de sa disparition. Mais on ne sait donc pas par quoi ni comment elle est décédée. Où en est ensuite l'affaire après cela ? Elle est au point mort. Son petit ami et le chauffeur de taxi ont complètement été innocentés et ont été lavés de tout soupçon. Idem pour les colocataires et les invités présents lors de la fête. Mais il y a eu un rebondissement quelques années plus tard, en 2015. En effet, on pense alors qu'Adrienne a été attaquée, enlevée alors qu'elle se dirigeait vers la station-service et en moins de 14 minutes. Il y avait donc un tueur, un prédateur à proximité qui l'a sûrement repéré. Et c'est maintenant que je vais vous parler de Brian Patrick Miller. Quelques années plus tard, au début de 2015, Brian Patrick Miller a été suspecté grâce à un journaliste du nom de Keen Azari. Keen a souhaité parler de ses soupçons à la police concernant son ami Brian Patrick Miller. Il pensait qu'il était éventuellement possible que ce Brian soit impliqué dans la disparition d'Adrienne Salinas. Pourquoi a-t-il été soupçonné ? Déjà grâce aux déclarations de Keen et à des publications Facebook où la police a découvert que ce Brian se trouvait à une fête dans la nuit du 14 au 15 juin 2013 près de l'endroit où Adrienne a disparu, à seulement moins de 2 km de son appartement. Donc, il était très proche d'Adrienne et il a pu tout à fait croiser son chemin à un moment ou à un autre. Ensuite, rappelez-vous que dans la vidéo de surveillance, Adrienne a été vue suivie par une voiture noire dont malheureusement il est impossible d'identifier. Cependant, ce véhicule présente une forte ressemblance avec la voiture de Brian Patrick Miller, une Ford Escort noire mat. Et lors de l'enquête, la police avait découvert la fameuse voiture de Brian sous une bâche dans l'arrière-cour de sa résidence. La police ne l'avait pas saisie à ce moment-là. Par contre, peu de temps après, la voiture avait mystérieusement disparu. Donc, on peut logiquement supposer que Brian est bien l'homme qui conduisait la voiture noire que l'on voit sur la vidéo de surveillance qui suivait Adrienne. Les enquêteurs pensent donc qu'Adrienne a marché pour rejoindre la station-service. De là, elle est passée par Jessie Park, c'est en fait un petit parc public qui se trouve donc sur le chemin de la station-service. Et en fait, traverser Jessie Park aurait été l'itinéraire le plus rapide pour quelqu'un de pressé de se rendre à la station-service. Et il se trouve en fait qu'il y a un endroit dans ce parc qui est très sombre et non balayé par les caméras de surveillance. Donc l'enlèvement a dû se produire à cet endroit. Cela n'a pu avoir lieu qu'ici, sinon le tueur aurait pris en fait le risque d'être directement exposé. Penchons-nous maintenant un peu plus sur la personnalité de Brian Patrick Miller qui est assez particulière. Donc c'est un homme obsédé par steampunk et par les jeux de rôle. Il conduit une voiture qu'il a achetée et transformée en voiture de police désaffectée et il se fait appeler Zombie Hunter. Et surtout, c'est un tueur en série. Actuellement, il est détenu dans une prison de Phoenix pour son implication dans le meurtre, la décapitation et l'éviscération d'Angela Brosso, une jeune femme de 22 ans, mais aussi pour le meurtre par coup de couteau et mutilation de Mélanie Bernas, 17 ans. Elles ont été tuées à 10 mois d'intervalle et toutes les deux alors qu'elles se baladaient à vélo le long d'un canal de North Phoenix en 1992. La police a arrêté Brian Miller à son travail chez Amazon en janvier 2015 pour son implication dans ces deux meurtres. Ensuite, dans un rapport psychologique rédigé lorsqu'il avait environ 16 ans, il a été décrit comme une personne ayant une intelligence nettement supérieure à la moyenne, mais aussi avec un comportement émotionnel immature. Il prenait aussi des médicaments contre la dépression et la colère.
Le rapport indique également qu'il a des problèmes à gérer avec la sexualité et enfin ce rapport lui a recommandé de suivre un programme pour les délinquants sexuels juvéniles. Et quelques mois seulement après la rédaction de ce rapport, Brian a poignardé une femme. En effet, il a reconnu avoir poignardé une femme au hasard dans le dos et à plusieurs reprises pour des raisons inexplicables en 1989 à Paradise Valley alors qu'il n'avait donc que 16 ans. La femme a heureusement survécu. Lui a dû passer 2 ans ensuite dans une institution pour mineurs et en est sorti à l'âge de 18 ans. Et les années suivantes, il a attaqué de nombreuses femmes. En 2000, Victoria Mickelson, alors âgée de 14 ans, a été attaquée par quelqu'un qu'elle pensait être Brian Miller. À l'époque, Victoria vivait dans la campagne d'Everett et elle se rendait à son arrêt de bus scolaire, donc environ 40 minutes à pied. Et lorsqu'elle a traversé un parc, là, un homme l'a poignardée à plusieurs reprises et a tenté de l'étrangler. Heureusement, un passant est intervenu et lui a sauvé la vie. L'agresseur s'est ensuite enfui et Victoria a passé pas mal de temps à l'hôpital pour se remettre des 17 coups de couteau qu'elle a reçus. Puis en 2002, toujours à Everett, Brian et une femme du nom de Melissa Ruiz Ramirez étaient dans la voiture de Brian. Ils se connaissaient car Brian vivait dans le même immeuble qu'un ami de Melissa. Toujours est-il que dans la voiture, Brian aurait sorti un grand couteau et aurait commencé à poignarder Melissa. Celle-ci a également survécu à l'attaque et Brian Miller a rapidement été arrêté. Par contre, il a été acquitté de toutes les charges après qu'il se soit défendu en clamant que celle-ci avait tenté de le voler. Donc déjà ici, on peut remarquer le mode opératoire de Brian Miller. Des coups de couteau et sans oublier la décapitation pour l'une des victimes, donc Angela Brosso. Et on rappelle d'ailleurs que malheureusement, Adrienne a été aussi retrouvée sans sa tête. Mais pour revenir à notre affaire, malgré tous ses antécédents, il n'y a aucune preuve directe que Brian Miller a enlevé et tué Adrienne Salinas, même s'il a été impliqué dans de nombreux autres meurtres et attaques de 1989 à 2002. Et d'ailleurs, il est fort probable qu'il ait malheureusement fait d'autres victimes. À savoir aussi que Brian a également travaillé au Festival de la Renaissance de l'Arizona à Apache Junction, c'est-à-dire près de l'endroit où Adrienne a été retrouvée. Il a assisté à des événements steampunk près de cette zone et a même choisi la zone pour faire quelques shootings professionnels. Donc il connaissait très bien la région, il connaissait très bien l'endroit où Adrienne a été retrouvée. Pour ceux qui connaissent Brian personnellement, eh bien, ils pensent qu'il est en effet possible de croire qu'il soit capable d'enlever une jeune femme. Car il est aussi connu pour avoir collectionné des photographies réalistes de cadavres, publié des posts à connotation cannibale sur Facebook et aussi des photos de femmes décapitées et mutilées. Même sa propre mère l'a soupçonné d'être impliqué dans un meurtre. Il a aussi été suspecté dans un autre meurtre, le meurtre d'une jeune fille du nom de Brandy Myers en 1992. Donc en fait c'était une jeune fille de 13 ans, elle vivait à moins de 2 km de Brian et elle passait tous les jours près de chez lui pour aller à l'école. Et dans l'après-midi du 26 mai 1992, alors que Brandy Myers était sortie pour faire du porte-à-porte et collecter des fonds pour son école, elle disparaît et elle n'est jamais rentrée chez elle. Son corps n'a jamais été retrouvé. Brian a aussi été soupçonné dans le meurtre de Shannon Homock, 16 ans, et donc il a tué de nombreuses jeunes filles. Et l'ex-femme de Brian a fait une déclaration à la police plus tard où elle décrit une existence terrifiante avec un homme fasciné par le porno, par le bondage SM et par l'utilisation de couteaux. Elle a aussi affirmé que Brian lui a avoué qu'il avait déjà tué et a mentionné la fois où une petite fille ayant une déficience intellectuelle était venue chez lui pour collecter des fonds pour son école. Il a alors dit à son ex-femme qu'il l'avait emmenée à l'intérieur, qu'il l'avait poignardée et lui avait tranché la gorge. Il a ensuite dit qu'il l'avait démembrée et l'avait jetée dans la poubelle qui avait été ramassée le lendemain. C'est horrible. Et il se trouve que Brandy Myers avait une capacité mentale réduite. Donc il venait d'avouer à son ex-femme le meurtre de la jeune Brandy Myers. Pourtant, à ce jour, il a seulement été arrêté pour 2 meurtres, celui d'Angela Brosso et celui de Melanie Bernas. Et Brian lui a plaidé non coupable pour l'implication dans ces 2 meurtres. Et il a déclaré que sa présence à proximité de l'endroit où les femmes et les petites filles avaient disparu n'était qu'une coïncidence.
En tout cas, c'est donc un tueur en série, un tueur de sang-froid, et ce depuis l'âge de 16 ans, et il a commis de nombreux crimes durant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, il est en prison, mais il est toujours en attente de son procès pour les meurtres d'Angela Brosso et Mélanie Bernas. Espérons qu'il passe le reste de ses jours en prison. En tout cas, avec tous ces éléments, il devient rapidement le suspect principal dans la disparition et le meurtre d'Adrienne Salinas, même si malheureusement il n'a jamais été arrêté pour cette affaire, car rien ne prouve son implication. En effet, il n'y a pas de preuves matérielles, pas de preuves ADN, uniquement des preuves circonstancielles. Rien ne le lie donc véritablement au meurtre d'Adrienne Salinas. Pourtant, c'est bien un tueur en série, avec un mode opératoire très précis, il cible uniquement des jeunes filles et il les enlève alors qu'elles marchent seules. Et malheureusement, c'est ainsi que se termine cette affaire. Donc oui, assez brusquement, à ce jour, la mort d'Adrienne reste suspecte et complètement irrésolue. La police a mené plus de 500 interrogatoires et recherché des centaines de pistes, mais l'affaire n'a toujours pas été résolue. Il n'y a eu aucune arrestation et aucun suspect officiel n'a été désigné. La famille et les amis d'Adrienne continuent cependant d'espérer bien sûr qu'un jour ils obtiendront les réponses qu'ils cherchent et qu'Adrienne obtiendra enfin la justice qu'elle mérite. Et nous l'espérons aussi, je suis de tout cœur avec la famille. D'ailleurs, le père d'Adrienne, Rick, a quitté son emploi pour aider dans les recherches et dans l'enquête. Et 1 an après la disparition d'Adrienne Salinas, une autre veillée a été organisée, le 15 juin 2014 par les amis et la famille à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. Puis en juin 2015, donc 2 ans plus tard, la récompense a été portée à $20 000 pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation de la ou des personnes responsables de la mort d'Adrienne. En tout cas, à ce jour, soit près de 9 ans après sa disparition, l'affaire est toujours au point mort. Le seul suspect à ce jour serait donc ce Brian Patrick Miller. Et il est en effet fort possible que ce soit lui, ou alors donc une toute autre personne qui était à proximité et qui a vu Adrienne seule dans la rue et qui en a donc profité pour l'attaquer. En tout cas, c'est vraiment frustrant de se dire qu'il n'y a aucun indice sur lequel travailler. Et tout comme l'affaire de Mia Marcano, c'est aussi frustrant de ne pas connaître la cause du décès. Il reste donc encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Et enfin, avant d'en terminer avec cette histoire, je vais vous partager quelque chose de vraiment intéressant que j'ai lu sur Reddit. En fait, une personne a soulevé qu'il était possible qu'un prédateur ait vu Adrienne qui attendait son taxi sur le bord de la route. La voiture s'arrête alors et naturellement, Adrienne monte dedans, croyant que le véhicule est son taxi. Et lorsqu'elle se rend compte que ce n'est pas le bon véhicule, malheureusement, il est trop tard. En fait, quand j'ai lu cette théorie, elle m'a tout de suite fait penser à l'affaire Samantha Josephson. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai tournée sur cette affaire. Samantha Josephson est en fait montée dans une voiture après une soirée, pensant que c'était son chauffeur Uber, alors que c'était un prédateur. En tout cas, la théorie soulevée par cette personne peut être exacte. Peut-être qu'elle a marché, qu'elle a vu une voiture et qu'elle a pensé que c'était son chauffeur. Peut-être qu'elle l'a donc regardé ou interpellé. Et à ce moment-là, la voiture, elle a ralenti, puis elle s'est arrêtée et elle est montée dedans. Rappelons quand même qu'elle était seule, elle était distraite, vulnérable, elle était pressée de retrouver son petit ami. Et surtout, elle avait quand même vécu une soirée assez chaotique. D'abord une dispute avec Francisco, des allers-retours à son appartement, une fête, de la fatigue, un accident de voiture. Puis aussi, il était 5h du matin, elle a peut-être confondu le véhicule et voulait tout simplement, rapidement et désespérément monter dans la voiture pour aller rejoindre son petit ami. Étant donné que le chauffeur l'avait aussi appelé à 4h53, elle a pu penser qu'elle le croiserait. En tout cas, selon moi, c'est tout à fait plausible. Donc soit elle a sauté dans le véhicule qu'elle pensait être le sien, ou bien le véhicule s'est arrêté et elle est montée dedans. Même s'il est fort possible aussi qu'elle marchait et que quelqu'un soit sorti de la voiture pour l'attaquer et l'enlever. En tout cas, si on ne voit pas dans quelle voiture elle est montée sur la vidéo, il sera malheureusement impossible de retrouver l'inconnu de cette voiture. Enfin, certains se demandent aussi pourquoi elle n'a pas demandé au taxi de la retrouver à son appartement directement au lieu de la station-service. Eh bien, je pense qu'il est possible qu'elle soit peut-être, disons, paranoïaque à l'idée que le chauffeur de taxi puisse connaître son adresse. C'est tout à fait possible. Ou peut-être y a-t-il une toute autre raison.
Mais en tout cas, avec tout ce qui s'est passé cette nuit-là, elle était probablement chamboulée dans son raisonnement. Elle était désespérée, elle n'aspirait plus qu'à sortir de son appartement et rejoindre son petit ami. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'en est maintenant terminé pour cette affaire. Ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas partagé une affaire de disparition non résolue. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de me suivre et de me soutenir, et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.